10 ans de chagrin silencieux, brisés par la jeune fille d'une femme de ménage. En fixant le portrait de son fils disparu, elle murmure « Monsieur, ce garçon, il a vécu avec moi à l'orphelinat. » Pendant 10 ans, le milliardaire Harrison Cole a vécu comme un fantôme dans sa propre maison. Son immense fortune n'était qu'une armure treuse contre une douleur qui le dévorait. C'était l'anniversaire de la perte qui avait volé le rire de ses lieux. Son fils Ethan n'était plus qu'un souvenir. Un petit garçon de 4 ans au sourire immortalisé dans le portrait au-dessus de la cheminée. Une lumière éteinte depuis longtemps. Puis un bruit brisa le silence étouffant. La fille de la nouvelle femme de ménage, une enfant dans une maison où les enfants étaient un rappel douloureux. Elle ne regardait pas l'homme puissant et brisé. Elle était figée, les yeux rivés sur le tableau, et d'un murmure, elle fracassa la tombe de pierre qui entourait son cœur. « Monsieur, ce garçon, il a vécu avec moi à l'orphelinat. » Et avant de commencer, d'où dans le monde me regardez-vous aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Bonne lecture! Un portrait oublié détenait la clé de 10 années de silence. Harrison Cole croyait son fils perdu à jamais, mais la fille de sa nouvelle femme de ménage connaissait un secret caché dans les yeux peints. Le grand hall du manoir Greywood Story était plongé dans le silence. Seul le lointain tic-tac d'une horloge régulateur française comptait les secondes d'une vie à moitié vécue. Harrison Cole se tenait devant l'immense cheminée en pierre calcaire, un fantôme dans sa propre demeure. C'était l'anniversaire. 10 ans. 10 ans que le rire avait été arraché à ses murs. 10 ans que son fils Ethan avait disparu d'un parc ensoleillé de la ville. Harrison était l'homme qui dominait le littoral. Son nom était gravé sur des gratte-ciel et d'immenses projets côtiers. Milliardaire, puissant et totalement brisé. La richesse était une armure, mais le chagrin était un cancer en dessous. Son regard, comme toujours, se posa sur le portrait au-dessus de la cheminée. Un tableau commandé quelques semaines seulement avant l'enlèvement. L'enfant avait les cheveux sombres et sérieux d'Harrison, mais les yeux clairs et incroyablement curieux de sa mère. Il souriait, sa petite main serrant un bateau en bois. L'artiste avait capturé la lumière en lui. Une lumière éteinte. Un petit bruit, un froissement de pas rompit le silence oppressant. Harrison se retourna, l'irritation froide et tranchante. Il avait donné des ordres stricts, qu'on ne le dérange sous aucun prétexte. Pas aujourd'hui. C'était la nouvelle femme de ménage, Brenda, une femme discrète et consciencieuse qui avait commencé 2 semaines plus tôt. Elle serrait un chiffon à poussière, le visage blême de peur. Elle n'était pas censée être dans cette aile. Et elle n'était pas seule. À moitié cachée derrière elle, une petite fille, mince, aux grands yeux bleus et aux cheveux blonds en cascade, le fixait. Elle devait avoir 12 ans. « Monsieur Cole, je suis tellement désolée, » murmura Brenda d'une voix tremblante. « Ma voiture est tombée en panne ce matin. Je n'avais personne. Je lui avais dit de rester à la cuisine. »« Chloé, je t'avais dit !» Le regard d'Harrison était glacial. Il n'aimait plus les enfants. Pas depuis. Ils étaient un rappel douloureux d'une vie qui n'était plus la sienne. « La cuisine est en bas, Brenda. Veillez à ce qu'elle y retourne. »« Oui, monsieur. Allez, viens Chloé, tout de suite. » La voix de Brenda était un murmure terrifié. Elle tira sur le bras de la fille, mais Chloé ne bougea pas. Elle était figée. Elle ne regardait ni Harrison, ni la cheminée, ni la pièce immense et intimidante. Ses yeux étaient rivés au portrait. Sa tête s'inclina, son expression passa de la curiosité à une profonde, intense confusion. Comme si elle essayait de replacer un souvenir qui n'avait pas sa place. « Chloé !» supplia Brenda en tirant plus fort. « Il faut partir !» L'enfant fit un pas, puis un autre, s'éloignant de sa mère pour s'approcher de la cheminée. Elle s'arrêta juste devant l'âtre, levant les yeux vers le tableau du petit garçon souriant. « Ça suffit !» dit Harrison. Sa voix n'était pas forte, mais elle claqua comme un fouet. « Cette pièce est privée. Vous partez. Tout de suite. » Chloé se tourna vers lui. Son visage était livide, ses yeux bleus écarquillés. Pas de peur de lui, mais d'une reconnaissance bouleversante, impossible. « Monsieur, » murmura la fille d'une voix tremblante, « ce garçon, il a vécu avec moi à l'orphelinat. » Les mots résonnèrent dans l'immense hall. Brenda laissa échapper un cri étouffé, la main sur la bouche. « Chloé, arrête! Qu'est-ce que tu racontes? C'est le fils de Monsieur Cole! Excuse-toi tout de suite !» L'air quitta les poumons d'Harrison. Le sol sembla s'effondrer sous ses pieds. Il sentit le sang quitter son visage, une sensation froide et piquante qui le fit chanceler. Il agrippa le dossier d'un fauteuil en cuir.
Le visage du milliardaire devint livide. Un titre de journal aurait pu hurler ça. C'était vrai. Il se sentait malade. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque. « Chloé, tu te trompes !» sanglota Brenda les yeux affolés. Elle connaissait l'histoire. Tout le personnel la connaissait. La tragédie innommable d'Harrison Cole. « Ce garçon, il est mort il y a des années. »« Non !» insista Chloé, tremblante mais le regard droit. « Il n'est pas mort. Il était à la maison Saint-Jude. Je le connaissais. On l'appelait Matthew. » Harrison la fixa. Il revit le visage de sa femme, pâle et amaigri sur un oreiller d'hôpital. Il est parti, Harrison. Laisse-le partir. Il avait passé 10 ans à construire une tombe autour de son cœur, et voilà qu'une fille de 12 ans y donnait des coups de marteau. « C'est impossible, dit-il, les mots vides. Mon fils est mort. »« Non, cria Chloé, piquée par son ton. Il était plus grand quand je l'ai connu, mais c'est lui, je le sais. Il avait les mêmes yeux. Il dessinait tout le temps, des dessins de l'océan et d'un grand chien marron. » Harrison vacilla. Il recula comme si elle l'avait frappé. Un chien marron. Buddy, le labrador chocolat, l'ombre d'Ethan. Un détail si précis, si intime, jamais révélé à la presse. Les médias savaient, enlevé. Ils savaient, demande de rançon. Ils savaient, présumé mort. Ils ne savaient pas, Buddy. « Tu mens, murmura-t-il, mais l'accusation n'avait plus de force. « Je ne mens pas, c'était mon ami. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Il me protégeait. On l'appelait Matthew le muet parce qu'il ne parlait pas, pendant très longtemps, mais il m'a parlé à moi. Il disait qu'il n'était pas orphelin, que son vrai nom commençait par un E, mais qu'il ne s'en souvenait plus. Il disait que son papa était riche et qu'il viendrait le chercher, mais personne ne le croyait. Brenda pleurait ouvertement. « Monsieur Cole, je vous en supplie, c'est ma fille adoptive. Je l'ai adoptée à Saint-Jude il y a 3 ans. J'y faisais du bénévolat. » La tête d'Harrison se tourna brusquement vers Brenda. « Vous l'avez adoptée ?»« Oui, monsieur, » dit Brenda en s'essuyant les yeux. « Elle était là depuis ses 5 ans. Je l'ai connue pendant mon bénévolat. Je l'ai adoptée dès que j'ai pu. S'il vous plaît, elle se trompe parfois. » L'esprit d'Harrison tournoyait. Adoptée à Saint-Jude, le même endroit. Il rajusta sa veste, les mains tremblant si fort qu'il les serra en poing. « Brenda, emmenez votre fille dans mon bureau, tout de suite. » Il se retourna vers le portrait, le garçon qui souriait, la lumière perdue. Il disait que son papa était riche et qu'il viendrait le chercher. Une décennie de glace autour de son cœur commençait à se fissurer. Le bureau d'Harrison était une tombe de acajou sombre et de livres reliés cuir jamais ouverts. Ça sentait l'argent ancien et l'air vicié. Une seule lampe jetait un cercle de lumière sur l'immense bureau. Brenda fit asseoir Chloé sur une chaise rigide. La fillette était perchée au bord, les pieds loin du tapis. Brenda restait près de la porte, tordant son chiffon, les yeux passant de sa fille à son patron. Harrison Cole ne s'assit pas. Il se tenait devant la cheminée froide, le dos tourné un long moment. Il essayait de respirer. 10 ans. 10 ans de fantôme. 10 ans à claquer la porte à l'espoir parce que l'espoir était un poison. C'était lui qui avait détruit sa femme. Eleanor avait suivi toutes les pistes, consulté tous les voyants, payé tous les charlatans qui promettaient une vision. Ça l'avait vidée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure fragile. Puis le silence. Harrison avait choisi une autre voie. Il avait enseveli son chagrin. Il avait accepté l'inacceptable. Et maintenant cet enfant. Cette fille de 12 ans aux yeux bleus et clairs comme un ciel d'hiver. Il se retourna, le visage maîtrisé. Commencez par le début, ne laissez rien de côté. Chloé déglutit. On n'entendait que le lourd tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. J'avais 5 ans quand je suis arrivé à Saint-Jude, commença Chloé d'une petite voix. Je ne me souviens pas de mes vrais parents. Maman Brenda, c'est la seule maman que j'ai vraiment eue. Je l'ai connue quand elle était bénévole. Elle m'a adopté il y a 3 ans. Mais avant, j'étais à Saint-Jude. Et le garçon, dit Harrison d'une voix plate. On l'appelait Mathieu. Il était déjà là quand je suis arrivé, dans le dortoir des grands garçons. Je crois qu'il avait 9 ou 10 ans à l'époque. Il était très silencieux. Les sœurs l'appelaient Mathieu le muet parce qu'il ne parlait pas pendant très longtemps. Le cœur d'Harrison cognait dans sa poitrine.
Ethan était un enfant bavard, lumineux, bruyant. Mathieu le muet, ce que le traumatisme pouvait faire à un garçon. Il restait souvent assis près de la fenêtre de la salle de jeu, continua Chloé, le regard lointain. Il dessinait, tout le temps, sur des bouts de papier, des serviettes, une fois sur le mur. Sœur Agnès était furieuse. Mais il dessinait bien, des maisons, des grandes maisons, et l'océan. La respiration d'Harrison se bloqua. La maison de la plage. Et des chiens, dit Chloé plus bas, un grand chien marron. Il me l'a dit. Quand il a recommencé à parler, il me l'a dit. Quoi? La voix d'Harrison était tranchante. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il manquait son chien, qu'il s'appelait Buddy. Brenda laissa échapper un sanglot et se cacha la bouche. Harrison sentit ses genoux fléchir. Buddy. C'était vrai. Un détail si petit, si privé. Il disait que Buddy adorait courir sur la plage, ajouta Chloé, et chasser les mouettes, que le chien aboyait, mais que les oiseaux étaient trop rapides. C'était un souvenir parfait, une photo volée d'une vie arrachée. Harrison s'en souvenait. Un après-midi ensoleillé à la maison de la côte. Ethan venait d'avoir 4 ans. Il riait aux éclats pendant que Buddy courait après une nuée de mouettes au bord de l'eau. Il disait que le chien aboyait. Comment? Harrison avait du mal à parler. Comment tu connais ce garçon? Matthew, c'est le garçon du tableau. Ses yeux, dit simplement Chloé. Je n'oublie jamais les yeux. Et ça? Elle plongea la main dans la poche de sa robe toute simple et en sortit un petit papier plié, usé aux pliures. C'était un dessin d'enfant. Elle le tendit. La main d'Harrison tremblait tellement qu'il arrivait à peine à le prendre. Il le déplia. Un dessin grossier au crayon de couleur. Une petite fille aux cheveux jaunes en bâtonnet tenant la main d'un garçon plus grand. Au-dessus d'eux, un grand chien mal dessiné avec des gribouillis marrons. « Il me l'a donné » murmura Chloé. « J'étais en train de pleurer parce qu'un grand, Dennis, avait essayé de me prendre mon médaillon. » Elle toucha une fine chaîne en argent à son cou. Les yeux d'Harrison suivirent le geste. « Où as-tu eu ça » demanda-t-il. « De mon grand-père » dit Chloé, en relevant un peu le menton, fier. « Le papa de maman, le capitaine Elias Reed. C'est un ancien soldat. Il est venu avec maman faire du bénévolat à Saint-Jude un jour. Il m'a vu. Il a dit que j'étais une petite soldate courageuse. Il m'a donné ce médaillon et m'a dit de ne jamais l'oublier. » Brenda prit la parole, la voix tremblante. « Mon père, il a vu quelque chose en elle. Il m'a dit, celle-là, c'est une battante, Brenda. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais l'adopter. Ça m'a pris presque 1 an pour que les papiers soient acceptés. » Harrison hocha la tête. Elias Reed, il connaissait ce nom. Un héros local décoré. Un homme réputé pour son honnêteté inflexible et sa volonté d'acier. Ce n'était pas une famille de menteurs. « Mathieu m'a donné le dessin », reprit Chloé en regardant le papier que Harrison tenait toujours. Il n'a rien dit à Dennis. Il s'est simplement placé devant moi. Il la fixait. Il n'avait même pas l'air en colère. Il avait juste le même regard que grand-père parfois. Dennis a eu peur et m'a rendu mon médaillon. Mathieu m'a offert ce dessin après. Il a dit que c'était pour que je me souvienne que j'avais un protecteur. Harrison fixait le dessin. Un protecteur? Lui, le père qui n'avait pas su protéger son propre fils? Vous avez dit que Brenda vous avait adopté il y a 3 ans, reprit Harrison, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce qui est arrivé à Mathieu? Il s'est enfui, murmura Chloé, environ 1 semaine avant que maman vienne me chercher. Donc oui, il y a 3 ans. Il grandissait, il devait avoir 13 ou 14 ans. Il détestait cet endroit. Il m'a dit qu'il allait retrouver sa vraie maison. Il disait qu'il se souvenait d'un portail, un grand portail en fer noir avec une lettre dessus. Le regard d'Harrison bondit vers la fenêtre, l'allée sinueuse et les immenses grilles en fer forgé à l'entrée. Les grilles ornées d'un unique C stylisé pour Cole. Il m'a dit qu'il allait retrouver son papa, continua Chloé, les yeux pleins de larmes. Et puis, il a disparu. La sœur a dit qu'il s'était enfui. Je ne l'ai plus jamais revu. Une rage si puissante envahit Harrison qu'elle manqua de le faire tomber. Rage contre les ravisseurs, contre la police, contre le monde entier et contre cet orphelinat. « La maison Saint-Jude » dit-il d'une voix basse et dangereuse. « Où se trouve-t-elle » Il se dirigeait déjà vers son bureau, attrapant son téléphone. Il allait appeler David, son chef de la sécurité. Il allait appeler le commissaire. « Monsieur » fit Brenda, terrorisée. « Il y a autre chose. »
Harrison s'arrêta net, le téléphone à la main. Chloé baissa les yeux sur le sol. « Vous ne pouvez pas y aller, monsieur. Elle n'existe plus. »« Plus? Que veux-tu dire ?»« Elle a brûlé, » chuchota Chloé. « Environ une semaine après le départ de Mathieu. Un gros incendie. Tout a disparu. Les dossiers, les bâtiments, tout. C'est pour ça que maman est venue me chercher si vite. Le comté transférait tous les enfants. Elle a déposé les papiers d'adoption juste à temps. » Le silence retomba. Mais ce n'était plus le silence du deuil. C'était le silence d'un complot. Un garçon qui en sait trop s'enfuit. Une semaine plus tard, l'orphelinat entier, tous les dossiers, toutes les preuves de son existence partent en fumée. Ce n'était pas une tragédie, c'était un ménage. Harrison regarda Chloé. Ce n'était plus simplement la fille d'une femme de ménage, c'était le seul lien vivant avec son fils. « Brenda, dit-il d'une voix froide et claire. Vous et votre fille ne retournerez pas dans les quartiers du personnel. Vous emménagerez ce soir dans l'aile est des invités. » Les yeux de Brenda s'écarquillèrent. « Monsieur, je ne comprends pas. »« Vous n'êtes plus ma femme de ménage, » déclara Harrison. Il posa les yeux sur Chloé, puis sur le dessin usé qu'il serrait encore dans sa main. « Vous êtes sous ma protection. Et toi, dit-il à Chloé, tu vas m'aider à retrouver mon fils. » L'ordre était si absolu que Brenda ne put que hocher la tête, la main crispée sur l'épaule de sa fille. « Monsieur Cole, vous n'êtes pas obligé. »« Ce n'est pas une demande, Brenda, c'est une nécessité. » Sa voix coupa court à toute protestation. « Si ce que votre fille dit est vrai, et je commence à le croire, alors elle est la seule personne vivante capable d'identifier mon fils. Cela fait d'elle une cible. » Le sang quitta le visage de Brenda. Elle n'y avait pas pensé. Harrison, lui, voyait déjà la menace. Un fil lâche dans une intrigue vieille de 10 ans. « Une cible » murmura Brenda en serrant Chloé contre elle. « L'incendie » demanda Harrison, l'esprit fonctionnant comme une machine froide. « Parle-moi de l'incendie. »« Ça a été aux infos » répondit Brenda en essayant de se souvenir. « On a dit que c'était un accident. Vieux câblage. C'était le bâtiment principal, les bureaux administratifs, très tard dans la nuit. » « Les bureaux, » répéta Harrison, « pas les dortoirs. » Chloé secoua la tête. « Non, monsieur, on était en sécurité. Mais sœur Agnès, la directrice, elle pleurait tellement le lendemain. Elle n'arrêtait pas de répéter « Tout a disparu, 30 ans d'histoire, tous les dossiers, partis. C'est pour ça qu'on a tous été déplacés. C'était le chaos. » Harrison hocha lentement la tête. Un incendie chirurgical. Un accident qui avait détruit uniquement les preuves. Ce n'était pas un accident, c'était un message. « Il faut que je parle à votre père, dit-il à Brenda, le capitaine Reed. Il vit avec vous ? » « Oui, monsieur, dans notre appartement. Il est à la retraite. Il n'accorde pas facilement sa confiance, surtout aux gens riches. »« Parfait, » répondit Harrison. Un petit sourire sombre effleura ses lèvres. Un homme qui ne fait pas facilement confiance, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Il se tourna vers son bureau, l'esprit décidé. Le brouillard du chagrin se dissipait, remplacé par le feu blanc de la détermination. Brenda emmenait Chloé à la cuisine. Madame Davis, la gouvernante en chef, va vous faire servir à manger. David, mon chef de la sécurité, vous y rejoindra. Il vous conduira dans l'aile Est. Vous ne parlerez de tout cela à aucun autre membre du personnel. Vous ne répondrez à aucune question. Votre poste de femme de ménage est terminé. C'est compris ? Brenda, terrifiée, mais voyant la résolution d'acier dans ses yeux, hocha la tête. « Oui, monsieur. » Elle commença à entraîner Chloé vers la sortie, mais la voix d'Harrison les arrêta. « Chloé !» La fillette se retourna. Harrison contourna le bureau et, maladroitement, s'agenouilla. Un geste qu'il n'avait plus fait depuis 10 ans. L'espoir qu'il ressentait était si neuf qu'il en était douloureux. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, » dit-il d'une voix rauque. « Je n'ai fait que dire la vérité, monsieur, » murmura Chloé. « Grand-père dit que la vérité est un bouclier. » Harrison la regarda fixement. « La vérité est un bouclier. C'est un homme sage. Il faut que tu sois encore un peu courageuse. David va venir te parler. Il faut que tu lui racontes tout, absolument tout ce que tu m'as dit sur Matthew. Chaque détail. Tu peux faire ça ?» Chloé serra son médaillon et hocha la tête. « Vous allez le retrouver ?» La question était si simple, si pure. Elle frappa Harrison plus fort qu'aucune négociation d'affaires.
Il se releva, le visage durci par la détermination. « S'il est vivant, répondit Harrison Cole, je mettrai le monde sans dessus-dessous jusqu'à ce que je le retrouve. » Brenda et Chloé sortirent. La lourde porte se referma avec un clic. Harrison resta longtemps seul dans le bureau, la main posée sur le téléphone. Il leva les yeux vers le portrait. Le garçon qui souriait. « Ethan, Matthew. Tu l'as protégé, murmura-t-il au tableau. À mon tour de la protéger et de te retrouver. Je le jure sur la tombe de ta mère. » Il saisit la ligne sécurisée et appuya sur un bouton. « David, dégage mon agenda pour le mois entier. Non, le contrat de Tokyo, je m'en fiche. Annule-le. J'ai une situation au manoir, une affaire privée. Il faut installer la nouvelle femme de ménage, Brenda, et sa fille Chloé dans l'aile Est. Ce sont mes invités personnels. Mais 2 hommes sur cette aile. Personne n'entre ni ne sort sans mon autorisation. Oui, David, je suis on ne peut plus sérieux. » Il marqua une pause, les yeux rivés sur le tableau. « Et trouve-moi tout, absolument tout, sur l'incendie de la maison Saint-Jude pour enfants il y a 3 ans. Le rapport de police, la déclaration d'assurance, l'enquête des pompiers. Et je veux savoir à qui appartenait ce bâtiment. » Il appuya sur un autre bouton. « Envoyez une voiture chercher le capitaine Elias Reed. Dites-lui que c'est au sujet de sa petite fille. Dites-lui que c'est une urgence. » La cuisine était plus grande que leur appartement. Un espace immense d'inox, de marbre et de casseroles en cuivre suspendues. Madame Davis, la fidèle gouvernante en chef, était perplexe. « Monsieur Cole a été très clair, dit-elle, en posant 2 assiettes de roast-beef sur l'îlot central. Vous devez être traités comme des invités. Pour Brenda, c'était un véritable festin. »« Madame Davis, commença Brenda en tordant ses mains. « Ce n'est pas à moi de savoir, Brenda, répondit Madame Davis sans méchanceté. Et ce n'est pas à vous de poser des questions. Mangez. Vous avez toutes les 2 l'air d'avoir vu un fantôme. » Chloé, qui était restée silencieuse, leva les yeux. « Peut-être qu'on en a vu un, murmura-t-elle. Avant que Madame Davis ne puisse répondre, un homme entra. Costume sombre, regard qui ne laissait rien passer. Un calme dangereux. « Je m'appelle David. Je suis le responsable de la sécurité de Monsieur Cole. Si vous voulez bien me suivre, je vous conduis à votre suite. »« Mon père ?» balbutia Brenda. « Oui, une voiture est partie le chercher. Il sera conduit directement au bureau de Monsieur Cole. Moi, je vous emmène dans l'aile Est. C'est l'endroit le plus sûr de la maison. » Le plus sûr. Le mot resta suspendu dans l'air, froid et lourd. La suite de l'aile Est était un autre monde comparé au quartier du personnel. Un salon, une cheminée, 2 grandes chambres. Chloé s'approcha de la fenêtre. Elle donnait sur un immense jardin sombre. « Maman, » dit Chloé, « j'ai peur. » Brenda se précipita pour la serrer dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie, tout va bien. Monsieur Cole veut juste retrouver son fils. Tu as fait une bonne action. » David se tenait près de la porte. « Un homme est posté dans le couloir pour votre protection. Merci de ne pas quitter la suite. Vos repas vous seront apportés. » Brenda hocha la tête, le visage blême. « C'est comme une prison. »« C'est une chambre forte, madame, » répondit David. « Monsieur Cole estime que la mémoire de votre fille vous rend à la fois très précieuse et très vulnérable. Bonne soirée. » Il referma la porte. Elles entendirent le léger clic du verrou. Dans le bureau, Harrison faisait face au capitaine Elias Reed. Elias avait la soixantaine bien tassée, sec et buriné, le dos droit comme une lame, des yeux bleus perçants qui ne craignaient rien. Un milliardaire ne l'impressionnait pas. « Ma fille est dans votre maison, » dit Elias d'une voix ferme. « Elle m'a appelé en pleurs. Elle dit que vous avez mis des gardes devant sa porte. Je n'aime pas qu'on retienne ma famille. »« Capitaine Reed, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Je reste debout. » « On ne les retient pas, » répondit Harrison. « On les protège. »« Protéger de quoi ? » ?»« De vous. Vous, les riches, vous pensez pouvoir acheter les gens, les déplacer comme des pions. »« Cela n'a rien à voir avec mon argent, » répondit Harrison d'une voix basse. « Cela a à voir avec mon fils. Votre petite fille, elle pense l'avoir connu. » L'expression d'Elias resta de marbre. « Je sais ce qu'elle a dit. Chloé ne ment pas, mais c'est une enfant. C'est triste, monsieur Cole, mais c'est probablement une erreur. » « Elle connaissait le nom de son chien, » dit Harrison. Elias se figea. « Elle connaissait le nom de son chien, Buddy, » poursuivit Harrison. « Elle savait qu'il courait après les mouettes sur la plage. Ça n'a jamais paru dans aucun journal. C'était un souvenir strictement familial. » Les yeux du vieux capitaine se plissèrent. En tant que militaire, il savait reconnaître la valeur d'un fait incontestable.
Un chien marron, murmura Elias. Elle m'avait parlé de ce garçon, celui qui la protégeait, celui qui dessinait tout le temps. Votre petite fille, reprit Harrison, est la première piste crédible que j'ai eue en 10 ans. Elle m'a dit que l'orphelinat Saint-Jude a brûlé 3 ans plus tôt, exactement 1 semaine après que mon fils, Mathieu, s'est enfui. Elias Reed n'était pas un imbécile. Il avait survécu à la guerre en apprenant à flairer les pièges. Un incendie, dit-il, pour effacer les traces, pour brûler les dossiers. Exactement. Ce qui signifie que ceux qui ont enlevé mon fils savaient qu'il était là. Et s'ils découvrent qu'une petite fille se souvient de lui, qu'elle peut l'identifier, alors cette petite fille devient une cible, un fil à couper. Le vieux soldat regarda le milliardaire. Pour la première fois, ils n'étaient plus 2 hommes de mondes différents. Ils étaient 2 hommes unis par le même but. « Quel est votre plan » demanda Elias. « Mon chef de la sécurité, David, est en route pour interroger Chloé. J'aimerais que vous soyez présent. Elle vous fait confiance. Elle aura besoin de vous. Et vous, qu'allez-vous faire ?»« Découvrir qui a allumé l'allumette » répondit Harrison. David entra, un dossier à la main, et salua Harrison et le capitaine d'un regard. « Monsieur, le rapport préliminaire sur l'incendie. »« Allez-y, » dit Harrison. « Maison Saint-Jude pour enfants. L'incendie date de 3 ans. Le rapport officiel, signé par l'inspecteur des pompiers Peters, conclut à un accident. Câblage électrique défectueux. Le bâtiment a été entièrement détruit. »« Un accident » répéta Harrison. « J'ai vérifié sur Marshall Peters, continua David d'une voix neutre. Il a pris sa retraite anticipée 2 semaines après avoir signé ce rapport. Il a déménagé dans un appartement en bord de mer en Floride, payé comptant. Il s'est aussi acheté un bateau de pêche de 12 mètres, là encore en liquide, avec un salaire d'inspecteur des pompiers. » Elias émit un grognement sombre. « On l'a acheté. Un grand ménage. »« Ça devient pire, monsieur, » dit David en ouvrant le dossier. « J'ai vérifié les titres de propriété. Saint-Jude n'appartenait pas au diocèse. Il appartenait à une fondation à but non lucratif. »« Quelle fondation ?» demanda Harrison. David regarda son patron droit dans les yeux. Elle s'appelait la Evergreen Foundation, une fiducie caritative. J'ai creusé le nom. Son principal donateur, son seul donateur depuis 15 ans, était une holding enregistrée dans le Delaware. Un froid plus glacial que le deuil s'installa dans l'estomac d'Harrison. Quelle holding, David ? David baissa les yeux sur la feuille. Une filiale de Cole Development. Monsieur, votre entreprise. Le silence fut total. Seul le tic-tac de l'horloge résonna dans le couloir. Elias fixait Harrison. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le visage d'Harrison était livide. Il sentait le sang battre à ses tempes. Il marcha jusqu'à son bureau et s'appuya lourdement sur le bord. « Il a dit, » gronda Harrison d'une voix basse et tremblante, « que quelqu'un a utilisé mon propre argent pour financer l'orphelinat qui cachait mon fils. » L'implication était terrifiante. Les ravisseurs n'étaient pas des inconnus. L'ennemi n'était pas dehors, devant les grilles. L'appel venait de l'intérieur de la maison. Une goutte de sueur coula sur la tempe d'Harrison. La pièce n'était pas chaude, pourtant il étouffait. Sa propre entreprise, son propre argent. Pendant 10 ans, il avait payé pour qu'on garde son fils caché. La trahison était si profonde, si totale, qu'elle paralysait presque. Elias Reed parla le premier. « Monsieur Cole, vous avez eu une vipère dans votre nid pendant 10 ans. » Harrison regarda le vieux capitaine, les yeux brûlants. « Une vipère ?» répéta-t-il. « Oui, et je vais lui trancher la tête. » Il écrasa le bouton de l'interphone. « David !» David entra aussitôt, le visage grave. Il savait déjà ce que contenait le dossier. « Qui ?» La voix d'Harrison n'était plus qu'un murmure, mais il portait le poids d'une sentence de mort. « Qui, dans mon entreprise, a autorisé la Evergreen Foundation? Qui signait les chèques ?» « Monsieur, c'est une filiale, » répondit David, téléphone à la main. « Elle est gérée par le service des comptes caritatifs, supervisée par... »« Ne me dis pas qui la supervise, » hurla Harrison, perdant enfin tout contrôle. « Je veux le nom de la personne qui a créé le compte, le nom de celui qui a validé les versements. Je me fiche de devoir réveiller tous les comptables et avocats de cette ville. Je veux ce nom sur mon bureau dans 1 heure. »« Oui, monsieur. » David se retourna pour partir. « Attendez, » intervint Elias. David et Harrison le regardèrent. « Vous attaquez ça comme un homme d'affaires, » dit Elias à Harrison. « Vous suivez l'argent, c'est bien.
Mais vous oubliez le cœur, la petite. » Harrison sentit sa colère redescendre, remplacée par une concentration froide et tranchante. « Quoi, la petite ?»« C'est la seule à l'avoir vue, » répondit Elias. « Comment était la vie là-bas? Qui dirigeait vraiment? Qui venait en visite? Ce sont ces détails-là qui vous mèneront à votre garçon. » Harrison hocha la tête. Le vieux avait raison. « David, vous vous occupez des finances avec moi. Envoyez 2 de vos meilleurs hommes, des hommes à qui vous confieriez votre vie dans l'aile Est. Je veux qu'ils parlent à Chloé. Et vous, dit-il à Elias, je veux que vous soyez dans la pièce. Elle vous fait confiance. Elle aura besoin de vous. » Elias acquiesça. « J'y vais tout de suite. »« Non, » répondit Harrison. « Attendez les hommes de David. Personne ne se déplace seul dans cette maison ce soir, pas tant que je ne sais pas qui est l'ennemi. » Dans l'aile Est, le silence était lourd. Chloé était assise par terre, genoux contre la poitrine. Brenda faisait les 100 pas devant la cheminée froide. « Grand-père !» Chloé se précipita et se jeta dans les bras d'Elias dès qu'il entra. Il la serra fort. « Brenda, ça va, toi ?»« On a peur, papa, » murmura Brenda. « Je sais, mais vous êtes en sécurité ici. » Derrière lui, 2 hommes imposants, en costume sombre, visage impassible. « Ces messieurs sont là pour poser quelques questions à Chloé, » expliqua Elias en la guidant vers le canapé. « Ils travaillent pour Monsieur Cole. Je reste avec toi. Tu n'as qu'à dire ce dont tu te souviens. » L'un des hommes, Robert, s'assit en face de Chloé pendant que l'autre restait près de la porte. Robert avait un visage doux, mais des yeux qui voyaient tout. « Chloé, » commença Robert d'une voix calme, « on va juste parler de Saint-Jude, de ton ami Matthew. »« D'accord, » dit-elle. « Tu as dit que sœur Agnès était la directrice. Tu peux me la décrire ?» Chloé réfléchit. Elle était très vieille et toute ridée. Elle n'était pas méchante, mais elle avait peur. Je m'en souviens bien. « Peur ?» demanda Elias. « Peur de quoi ?»« Des visiteurs, » répondit Chloé. La plume de Robert s'arrêta net. « Quels visiteurs, Chloé ?»« Ils ne venaient pas pour nous, » expliqua-t-elle en secouant la tête. « Ils venaient pour sœur Agnès, parfois la nuit, dans une grosse voiture noire, très silencieuse. »« Une voiture noire ?» répéta Robert. « Tu as déjà vu les gens dedans ?»« Une seule fois. » La voix de Chloé baissa. « J'avais mal au ventre. J'étais à l'infirmerie, au 1er étage. Je regardais par la fenêtre. La voiture s'est garée. Il était très tard. Qu'est-ce que tu as vu ?»« Un homme est descendu. Il était très grand. Il portait un chapeau. Et il avait une bague. Je m'en souviens parce qu'elle brillait quand il a pointé le doigt sur sœur Agnès. Elle avait l'air au bord des larmes. Une bague ? Robert se pencha en avant. À quoi elle ressemblait ? Grosse, en or, avec une pierre verte foncée au milieu. Il me faisait peur. Il a levé la tête et je me suis caché. J'avais l'impression qu'il m'avait vu, même dans le noir. Elias passa un bras protecteur autour d'elle. « Ça va, petite soldate ? Tu es en sécurité. Est-ce que Matthew a déjà vu cet homme ?» demanda Robert. Chloé hocha la tête. « Je crois. C'est pour ça qu'il avait peur. Quand il parlait d'eux, il disait que c'était des menteurs, que sœur Agnès était une menteuse, qu'il faisait semblant d'être gentil, mais que c'était des monstres. C'est ce qu'il disait. Matthew a-t-il parlé d'autre chose sur sa maison ? demanda Robert. Juste le chien, l'océan et le portail avec la lettre C, répondit Chloé. Et sa maman, il disait qu'elle lui manquait, qu'elle sentait les fleurs. Dans le bureau, Harrison faisait les 100 pas. L'heure était largement dépassée. Il était 22 heures. La ligne sécurisée sonna. Il décrocha brutalement. « David, parle. J'ai le nom, monsieur. La Evergreen Foundation a été créée il y a 15 ans. Les fonds de notre entreprise passaient par 3 comptes différents. Mais le signataire, l'homme qui a tout mis en place et validé les dons semestriels, c'est Richard Powell. » Harrison lâcha le combiné. Il tomba avec fracas sur le bureau. Richard Powell. Son beau-frère, le frère de sa défunte femme. Oncle Richard. L'homme qui s'était tenu à ses côtés à l'enterrement d'Eleanor, qui avait pleuré en appelant Issan le fils qu'il n'avait jamais eu. L'homme à qui Harrison avait confié la direction de la branche caritative de Cole Développement. Il était ici, murmura Harrison. Il est passé cet après-midi, pour l'anniversaire. Richard venait chaque année. 10 ans, Harrison, tu devrais le laisser partir. Eleanor aurait voulu que tu trouves la paix. La paix. Cet homme lui parlait de paix pendant qu'il cachait sciemment son fils. La porte s'ouvrit. David entra. Il vit le visage d'Harrison et comprit. « Vous avez entendu ?» demanda David. « Richard,
dit Harrison. Le nom avait le goût de cendre. C'était Richard. Monsieur, il y a plus. Le rapport de l'aile vient d'arriver. L'esprit d'Harrison était consumé. Qu'est-ce que la petite a dit? Elle a parlé d'un homme qui rendait visite à l'orphelinat. Un homme très grand. Il terrorisait sœur Agnès. Il venait la nuit dans une voiture noire. Elle a dit qu'il portait une bague, monsieur. Une grosse bague en or, avec une pierre verte foncée. Harrison se figea. Son regard glissa vers la petite table à côté. Elle était couverte de photos dans des cadres en argent. Lui et Éléonore. Ethan sur la plage. Et une photo du dernier gala de l'entreprise. Lui, Éléonore et son frère Richard, tout sourire. Harrison saisit le cadre. Sa main tremblait. Il regarda la main de Richard posée sur l'épaule d'Éléonore. À l'auriculaire droit, une imposante bague en or avec l'écusson familial, une émeraude carrée, vert sombre. « Je vais le tuer », murmura Harrison. « Monsieur, dit David, il faut être malin, c'est une conspiration de 10 ans. » « C'est un monstre, il a pris mon fils, il a détruit ma femme. »« L'incendie, dit Harrison, la voix qui se durcissait. Il a payé l'inspecteur, il avait les accès. »« Il avait le mobile, ajouta David. Il a toujours pensé que vous aviez volé Léonore, que la fortune Cole aurait dû être partagée. »« Alors il a volé mon fils, dit Harrison. Il a laissé ma femme mourir le cœur brisé. Il m'a laissé pourrir dans cette maison. Tout ça pour de l'argent. » Et maintenant, dit David à voix basse, où il sera bientôt. La nouvelle femme de ménage et sa fille installées dans l'aile Est, des gardes devant leur porte, vous qui annulez votre agenda. Il n'est pas idiot, monsieur, c'est un serpent. Il va sentir que quelque chose cloche. Il va comprendre que son secret est menacé. Les yeux d'Harrison croisèrent ceux de David. « Chloé, dit Harrison, il va s'en prendre à la petite. » Le sang d'Harrison se glaça dans ses veines. Il avait un ennemi, il avait un nom, et cet ennemi était de la famille. « Il va s'en prendre à elle, répéta Harrison. « Il ne l'aura pas, monsieur, répondit David d'un ton glacial. L'aile Est est bouclée, j'y ai mis mes meilleurs hommes, mais il va essayer, et il ne sera pas évident. » Harrison réfléchissait à toute vitesse, submergé par la trahison. Il connaît cette maison, il connaît le personnel, il me connaît, il connaît vos habitudes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ajouta David. Il s'attend à vous trouver effondré, enfermé dans ce bureau à boire, faible. Harrison regarda le portrait de son fils. Faible. Il l'avait été pendant 10 ans, plus maintenant. C'est votre couverture, monsieur, dit David. Vous jouez le rôle de l'homme brisé. Moi, je m'occupe de l'enquête. Il faut que je trouve le réseau de Richard. L'inspecteur n'était qu'un maillon. Sœur Agnès, où est-elle maintenant? Trouvez-la, ordonna Harrison, et trouvez où se trouve Richard Powell à l'instant même. David hocha la tête et partit. Harrison resta seul. Il regarda la photo dans le cadre d'argent. Lui, Éléonore et Richard. La main de Richard sur l'épaule de sa sœur, avec la lourde bague à l'émeraude. « Tu t'es assise à ma table, pensa Harrison, la rage si forte qu'elle lui donnait la nausée. Tu as bu mon vin, tu as pleuré à l'enterrement de ta sœur, tu m'as dit de trouver la paix. » La ligne privée sonna. R. Powell. Son cœur cogna. Le serpent appelait. Il testait le piège. Harrison laissa sonner. 1 fois, 2 fois. Il inspira profondément, tremblant. Il ferma les yeux, invoqua le fantôme de son chagrin, s'en servit comme bouclier. Il décrocha. « Richard, dit-il d'une voix rauque, épuisée, une performance parfaite. Harrison, Dieu merci, je voulais juste prendre de tes nouvelles. » La voix de Richard était douce, huileuse, faussement compatissante. « Une journée difficile, je sais, je ne savais pas si je devais appeler. Menteur, tu sondes. »« Ça va, Richard, marmonna Harrison, juste 1 année de plus, tu sais. » »« Je sais. » Un silence. « Écoute, je suis content de t'avoir eu. Bob Henderson a appris que tu avais annulé Tokyo. Tout va bien? Tu n'es pas malade au moins? » Voilà l'hameçon. Il savait que Harrison avait changé ses habitudes. Harrison laissa échapper un long soupir là. « Je suis juste fatigué, Richard, fatigué de tout. Je n'ai pas eu la force aujourd'hui. » Un autre silence. Richard analysait. Ça sonnait plausible. « Bien sûr, répondit Richard, dégoulinant de sollicitude. Je comprends parfaitement. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. Et si je passais, on pourrait prendre un verre, rien que nous deux, pour Éléonore, pour le petit. » La main d'Harrison se crispa sur le combiné. Passer. Il voulait voir la maison.
Il voulait savoir ce qui avait changé. « Non », répondit Harrison, trop vite. Il adoucit sa voix. « Non, Richard, je te remercie, mais je vais me coucher. J'ai juste besoin d'être seul. »« Tu es sûr, Harrison? Je suis à 10 minutes. »« Sûr, » répondit Harrison, la voix ferme mais lasse. « Merci, Richard. Bonne nuit. » Il raccrocha. Il tremblait. Pas de peur, mais de rage. « Il ne m'a pas cru, » dit-il à la pièce vide. « Il arrive. » Il appuya sur l'interphone. « David, il est en route. Il vient ici. Il se doute de quelque chose. »« Qu'il vienne, monsieur, » répondit la voix calme et froide de David. « Les gardes dans l'aile est sont habillés en maintenance. Il ne verra rien. Mais l'équipe périmétrique est activée. On le suivra quand il repartira. Vous, jouez simplement votre rôle, le veuf brisé. » Dans l'aile est, Elias Reed se tourna vers sa fille et sa petite-fille, le visage grave. « Brenda, cette petite n'est plus seulement un témoin, c'est une soldate maintenant. Elle vient de tirer le premier coup de feu. Il faut lui donner le reste de ses munitions. » Il s'assit sur le canapé à côté de Chloé. « Chloé, tu as très bien répondu à ces messieurs, mais maintenant je veux que tu penses, pas aux choses qui font peur. Je veux que tu penses à Mathieu. » « Je le fais, grand-père. » « Je sais, mais pense encore plus fort. Tu te souviens des détails? Tu as dit qu'il dessinait l'océan. Est-ce qu'il a déjà dit où exactement ?» Chloé fronça les sourcils. « Il parlait de la maison au bord de l'eau. Il disait que sa maman l'adorait, qu'il y avait des chaises blanches sur la terrasse et un oiseau. »« Un oiseau ?» demanda Elias. « Un oiseau en bois sur un piquet. Il tournait avec le vent, un blanc. Il disait que son papa l'avait installé, qu'on le voyait depuis la fenêtre de sa chambre, que ça le faisait se sentir en sécurité. » Les yeux d'Elias s'écarquillèrent. « Brenda, est-ce que Monsieur Cole a une maison au bord de mer ?»« Je crois, papa. C'est dans le dossier. » « Il faut prévenir Monsieur Cole tout de suite, » dit Elias. « C'est du renseignement concret. » À cet instant, Chloé sursauta, la main sur son médaillon. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Brenda. « Le nom, » murmura-t-elle. « Je me souviens d'autre chose. Mathieu, ce n'était pas seulement Mathieu. Il m'a dit son vrai nom. Mathieu Ethan. Il m'a expliqué pourquoi. » Ses yeux s'emplirent d'une vieille peur. « Pourquoi, mon cœur ?»« À cause de l'homme à la bague, » répondit Chloé en tremblant. Mathieu se cachait sous un lit. L'homme criait sur Sœur Agnès. Il l'a appelé oncle. Et il lui a dit « Tu l'appelleras Mathieu. Ethan n'existe plus. Ethan Cole est mort et enterré. C'est bien compris ?» Et Sœur Agnès a pleuré et a répondu oui. Elias Reed ferma les yeux. La dernière pièce du puzzle. « Oncle, il faut prévenir Monsieur Cole tout de suite. »« Non, » répondit Elias. « Les téléphones peuvent être sur écoute. Je vais parler au garde. Il transmettra. Restez ici, verrouillez derrière moi. » En bas, la sonnette retentit. Le son résonna dans le hall. Davis, le visage blême, alla ouvrir. Harrison se tenait dans l'ombre profonde du grand escalier, le cœur froid comme une pierre. La lourde porte en chêne s'ouvrit. Richard Powell se tenait sur le seuil, un sourire triste aux lèvres. Il tenait une bouteille de whisky hors de prix. « Richard, monsieur, » balbutia Davis. « Monsieur Cole a dit qu'il se couchait. »« Allons, Davis, » répondit Richard en la contournant, ses yeux scrutant l'espace. « Il a besoin de famille une nuit comme celle-ci. » Il entra dans le hall. Trop calme, beaucoup trop calme. « Harrison » appela-t-il. Harrison sortit de l'ombre. Son visage était un masque de chagrin absolu. « Richard, je t'ai dit que je voulais être seul. »« Et moi, je te dis que tu ne le seras pas, » répliqua Richard. Il s'avança, posa une main sur l'épaule d'Harrison. Celui-ci dut mobiliser toute sa maîtrise pour ne pas tressaillir. « On va prendre un verre, un seul, pour eux, pour Éléonore, pour Ethan. » Les yeux de Richard fouilla les couloirs, cherchant la moindre anomalie. Il ne vit rien. « D'accord, » souffla Harrison d'une voix brisée. « Un verre. » Il se tourna vers le bureau. Tandis qu'il marchait, Richard jeta un regard vers l'aile est. « La maison a l'air morte ce soir, » lança-t-il nonchalamment. « J'ai donné congé au personnel. »« Quelque chose comme ça, » marmonna Harrison en poussant la porte du bureau. « C'est bien d'être seul, mais pas trop, » ajouta Richard en entrant derrière lui. Harrison s'approcha des carafes en cristal. « Tu en as apporté un toi-même ?»« Seulement le meilleur, » répondit Richard en posant la bouteille sur l'immense bureau.
À cet instant, son regard tomba sur le petit dessin plié au crayon de couleur. Le cœur d'Harrison s'arrêta. Il l'avait laissé là. Erreur stupide, impardonnable. Richard tendit la main. « Qu'est-ce que c'est? Un dessin d'enfant ?»« Non !» aboya Harrison. Le mot avait claqué, trop vif. Richard se figea, la main suspendue au-dessus du papier. Il tourna lentement la tête. Le masque poli avait disparu. Il regarda Harrison. Harrison comprit son erreur. Il ferma les yeux, feignant une vague de douleur. « C'est juste un vieux truc, un dessin d'Ethan. Je l'ai retrouvé dans une boîte aujourd'hui. S'il te plaît, Richard, laisse-le. » Les yeux de Richard se plissèrent. Il observa le dessin. Une petite fille blonde, un garçon plus grand, un chien marron. Il ne se souvenait pas qu'Ethan ait connu une petite fille blonde. « Bien sûr, » dit-il lentement en retirant sa main. Il força un sourire, mais ses yeux étaient glacés. « Bien sûr, papa, toutes mes excuses, un vieux souvenir. » Il savait. Il ne savait pas encore quoi exactement, mais il savait que quelque chose clochait. Il savait que ce dessin était un mensonge, et qu'Harrison lui mentait. Le serpent était dans la pièce, et il venait de sentir le danger. L'air du bureau était épais. « Un vieux souvenir ?» répéta Richard. Il se dirigea vers la cheminée. Ses yeux se posèrent sur le portrait d'Ethan. C'était un si beau garçon, Harrison, tellement le portrait d'Éléonore. C'est une bénédiction qu'elle ne soit pas là pour voir ça, cette maison vide. Un coup délibéré, il testait le chagrin d'Harrison. Harrison tressaillit, mais de l'effort qu'il faisait pour ne pas bondir sur lui. « Elle nous manque à tous », parvint-il à articuler. Il s'approcha de la carafe. « Un verre ? Tu as dit un verre ? » « Oui, un seul. » Les yeux de Richard le suivaient. « C'est juste que je m'inquiète pour toi, Harrison. Annuler Tokyo, t'enfermer, et maintenant retrouver de vieux dessins ?» Il marqua une pause. « Tu es sûr que c'est bien un vieux dessin ? Les crayons ont l'air neufs. » Le sang d'Harrison se glaça. Il était père, pas détective. « Il était dans une boîte, » répondit-il d'une voix plate, avec ses autres affaires. Il versa 2 verres, la main visiblement tremblante. Il laissa trembler. Il devait être l'épave. Il tendit un verre à Richard. Leurs doigts se frôlèrent presque. La main chaude de Richard, celle qui portait la bague à l'émeraude. « À Éléonore, » dit Richard en levant son verre, « et à Ethan, qu'il repose enfin en paix. » Harrison ne put parler, il ne put boire. Il porta le verre à ses lèvres, mais le whisky sentait le poison. Il le reposa intact. « Je ne peux pas, » murmura-t-il en se détournant. « Je suis désolé, Richard, tu devrais partir, je ne suis pas de bonne compagnie ce soir. » Richard l'observa. Il vit le verre intact, le tremblement, l'agonie. Il soupira, un soupir de martyr. « Tu as raison, je te demande pardon. » Il posa son propre verre sur le bureau, à côté du dessin. « J'ai forcé la dose, je vais me faire raccompagner. »« Merci, » répondit Harrison sans le regarder. « Repose-toi, Harrison, » dit doucement Richard. Il marcha jusqu'à la porte. Il s'arrêta. « Au fait, j'ai entendu dire que tu avais embauché une nouvelle femme de ménage. Brenda, c'est ça? Comment est-elle » La tête d'Harrison se releva d'un pouls. La question n'avait rien de banal. C'était une balle de sniper. Il savait pour Brenda. Il reliait les points. La nouvelle femme de ménage, le voyage annulé, le vieux dessin tout neuf. « Elle fait l'affaire, » répondit Harrison, la voix tendue. « Une simple femme de ménage. »« Bien sûr, » sourit Richard. « C'est juste que j'ai entendu qu'elle avait une fille, une petite blonde, 12 ans environ. Je suis surpris que tu laisses une enfant entrer ici, Harrison. Après, enfin, tu sais. » Il savait tout. « Elle reste à la cuisine, » répondit Harrison, la voix qui se durcissait. « C'était une urgence, sa voiture est tombée en panne. »« Une urgence » répéta Richard. Le sourire avait disparu. Ses yeux étaient plats comme la pierre polie. « Tu as toujours eu le cœur trop tendre, Harrison. Bonne nuit. » La porte se referma avec un clic. Harrison resta figé. La porte d'entrée s'ouvrit, puis se referma. Il était parti. Harrison bondit sur l'interphone. « David, il sait pour la petite, il est en mouvement, je veux une filature, je veux savoir où il va, qui il appelle, tout. »« C'est déjà fait, monsieur, l'équipe est en place. »« Et monsieur, un message urgent de l'aile Est, du capitaine Reed. »« Quoi ?» ?»« Le garçon, Matthew, il a dit à Chloé que son vrai nom était Matthew Ethan. Et il a entendu l'homme à la bague dire à sœur Agnès « Ethan Cole est mort et enterré, tu l'appelleras Matthew. » Monsieur, Chloé a dit que l'homme l'a appelé oncle.
Harrison agrippa le bord du bureau. « Oncle !» « Et il y a plus, continua David. Un lieu, la maison au bord de mer. Chloé a dit que Matthew se souvenait d'un oiseau blanc en bois qui tournait au vent, qu'il le voyait depuis sa chambre. » Le regard d'Harrison se porta sur une photo encadrée au mur. La maison de la plage. Au coin de la terrasse, un grand goéland blanc en bois, une girouette. « Il est là-bas, » murmura Harrison. « Mon fils, il n'est pas un fantôme. »« Il est là-bas, monsieur. » « Richard est en mouvement, » coupa la voix de David. « Sa voiture file vers le sud, direction la côte. »« Il va à la maison de la plage, » dit Harrison. « Non, » répondit Harrison, l'esprit en feu. « L'incendie de l'orphelinat, c'était pour nettoyer. Matthew s'est enfui avant. Richard ne sait pas où il est allé. Il ne sait toujours pas. Il ne va pas à la maison. Il va trouver la dernière personne qui connaît la vérité. »« Qui ?» demanda David. « Sœur Agnès, » répondit Harrison d'une voix meurtrière. « La directrice, celle qui a pris l'argent. Richard va la faire taire avant qu'on la trouve. » Il attrapa déjà ses clés de voiture. « David, trouve-moi cette nonne, peu importe comment, trouve-la avant lui. Moi, je vais à la maison de la plage, je dois voir cet oiseau blanc de mes propres yeux. Monsieur, vous ne pouvez pas y aller seul, laissez-moi envoyer une équipe. » « Non, » rugit Harrison, « toi, tu récupères la nonne, moi, je récupère la maison, on règle ça ce soir. » Il sortit en trombe du bureau, passa devant le portrait du petit garçon de 4 ans qui souriait. Pour la première fois en 10 ans, Harrison Cole n'était plus un fantôme. Il était un père, et il partait en guerre. Dans l'aile est, Chloé se tenait à la fenêtre, regardant le jardin sombre. « J'ai bien fait, grand-père » demanda-t-elle d'une petite voix inquiète. Elias Reed vint se placer à côté d'elle. Il posa sa grande main calieuse sur son épaule. Il entendait au loin le grondement furieux du moteur de M. Cole qui s'éloignait dans l'allée. « Chloé, dit-il d'une voix grave et sûre, la vérité n'est pas seulement un bouclier. Parfois, c'est une épée. » Il regarda sa fille et sa courageuse petite fille. « Tu n'as pas seulement dit la vérité, » déclara le vieux capitaine, « tu viens de charger les canons. » La nuit était noire, la maison était calme. Mais le silence était fini. La chasse avait commencé. Le hurlement rageur de la voiture de sport d'Harrison déchira les quartiers résidentiels endormis. Il roulait trop vite, il s'en fichait. Son esprit était une lame affûtée par la colère. 10 ans de brouillard s'étaient dissipés. 10 ans de chagrin poli et engourdi avaient laissé place à une certitude brûlante. Oncle. Ethan est mort. Appelle-le Matthew. Il n'avait pas seulement volé un enfant, il avait assassiné une famille. Il avait laissé sa propre sœur mourir le cœur brisé, tout en sachant la vérité. La trahison était si profonde qu'Harrison avait l'impression d'étouffer. Son téléphone vibra sur la console, il mit le haut-parleur. « David, monsieur, on le tient. Richard file vers l'est sur l'ancienne nationale, direction l'intérieur des terres, vers la limite du comté. » « Il va voir la nonne, » dit Harrison, les phalanges blanches sur le volant. « Sœur Agnès, il boucle son dernier fil. » On est dessus. Son vrai nom est Agnès O'Connor. Après l'incendie, elle a été transférée à la maison de retraite Sainte-Catherine. C'est le chéquier de Richard qui a payé. Il la tient en silence depuis 3 ans. Il est à 10 minutes d'elle, nous à 5. On l'aura, monsieur. Promis. Et toi, où es-tu ? Sur la route côtière. L'odeur de sel est déjà là. J'y suis presque. J'ai besoin de savoir, David. Il faut que je voie. Faites attention, monsieur. On ne sait pas ce que vous allez trouver. La ligne coupa. Harrison tourna dans le chemin de gravier privé qui menait à la maison de la plage. Il n'avait pas emprunté cette route depuis 10 ans. Les herbes étaient hautes, la grille rouillée. Il arrêta la voiture. La maison était plongée dans l'obscurité, simple silhouette devant l'océan éclairé par la lune. Il descendit. Seul le bruit des vagues et le cric-cric-cric de quelque chose qui tournait dans le vent. Il leva les yeux. Au coin de la terrasse, exactement comme Chloé l'avait décrit, un grand goéland blanc en bois, les ailes déployées. Il tournait dans la brise salée. Il disait qu'on le voyait depuis la fenêtre de sa chambre. Le cœur d'Harrison était trop gros pour sa poitrine. Il courut jusqu'à la terrasse, chercha la vieille clé sur son trousseau. Elle coinça dans la serrure. Il donna un violent coup d'épaule. « Ethan !» La porte s'ouvrit à la volée. La maison était froide. Elle sentait le moisi, la poussière et les souvenirs. « Ethan !» cria-t-il, la voix brisée. Silence. Seules les vagues. Il entra. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme une armée de fantômes. Son espoir commença à s'effondrer. Il était trop tard. Encore une impasse. « Il était là », murmura Harrison, « mais il est parti. »
Vaincu, il se dirigea vers l'escalier. Il devait voir. Il monta les marches, les pieds lourds. Il longea le couloir jusqu'à l'ancienne chambre de son fils. La porte était entr'ouverte. Il la poussa. La pièce était baignée par la lumière de la lune. Et quelqu'un était là. Une silhouette, petite et mince, était assise au bord du petit lit d'enfant, regardant par la fenêtre, regardant l'oiseau blanc qui tournait. Un garçon. Il devait avoir 14 ans. Il portait un vieux jean et un sweat sale. Ses cheveux étaient longs et sombres. Il entendit Harrison et se retourna d'un bond, les yeux écarquillés de peur. Il se leva d'un saut, attrapa un morceau de bois flotté et le brandit comme une massue. « Dégage !» siffla le garçon. « C'est mon endroit ! Dégage !» Harrison s'arrêta net. Il ne respirait plus. Le garçon était maigre, terrifié. Mais ses yeux, c'étaient ceux de sa mère, clairs, curieux, pleins d'une lumière qu'il croyait éteinte à jamais. « Je ne te veux pas de mal », dit Harrison d'une voix rauque. Il leva lentement les mains. « Tout le monde dit ça », répondit le garçon, la voix tremblante. Il essayait d'être courageux, mais ce n'était qu'un enfant. « Qui tu es? Comment t'as trouvé cet endroit ?»« J'habitais ici », répondit Harrison, les yeux rivés sur le visage du garçon. « Cette chambre, c'était celle de mon fils. » La posture défensive du garçon vacilla. « Ton fils ?» « Il s'appelait Ihsan », dit Harrison, la voix pleine de larmes. Le bras du garçon, celui qui tenait le bout de bois, retomba légèrement. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Ihsan », répéta Harrison en faisant un tout petit pas. Il avait un chien, un grand chien marron, un labrador. Le garçon le fixa, la bouche ouverte. « Buddy », murmura-t-il. « Oui », sanglota Harrison, « Buddy, il adorait courir après les mouettes. Il aboyait, mais elles étaient toujours trop rapides. » Le visage du garçon, si dur et fatigué, commença à se décomposer. Le souvenir était clair, c'était le sien. « Comment ?» souffla le garçon, les yeux pleins de larmes. « Comment tu sais ça ?»« J'étais là », répondit Harrison, les larmes coulant maintenant sur ses propres joues. « J'étais sur la terrasse, je vous regardais. » Le garçon regarda Harrison. Il vit les cheveux sombres. Il vit les yeux qui cherchaient. « Toi ?» dit le garçon. « T'es l'homme sur la photo. Celui que j'ai essayé de dessiner. »« Je suis Harrison, dit-il. Il ne bougeait plus. « Je suis ton père. » Le garçon le fixa, les larmes roulant sur ses joues. Il avait été seul si longtemps. Il s'était enfui de l'orphelinat, avait retrouvé la grille au bord de mer, mais c'était trop effrayant. Alors il était venu ici, le seul autre endroit dont il se souvenait. Il vivait dans la maison fantôme depuis 3 ans, survivant grâce à ce qu'il volait dans les maisons voisines. « Papa !» Le mot sonnait étranger sur sa langue, une prière qu'il avait abandonnée. « Ihsan !» Harrison sanglota. Il n'avança pas trop vite, il ouvrit simplement les bras. Le garçon hésita une seconde, puis le bout de bois tomba par terre avec fracas. Il se jeta en avant, s'effondra contre la poitrine d'Harrison, ses petits bras maigres s'enroulant autour du cou de son père. Harrison le serra. Tout son corps tremblait. Il tenait son fils. Il était réel. Il était vivant. Il était chaud. « Je t'ai retrouvé », pleura Harrison dans ses cheveux. « Mon Dieu, Ethan, je t'ai retrouvé. » 2 jours plus tard, la lumière du soleil inondait le bureau. Harrison était assis sur le canapé. Ethan, qui réapprenait doucement son propre nom, était à côté de lui. Il était propre, vêtu de vêtements neufs, mais son regard restait méfiant. En face d'eux, Chloé, Brenda et le capitaine Elias Reed. « Richard est en détention fédérale », annonça Harrison d'une voix claire. « Il a tout avoué. L'enlèvement, l'orphelinat. Il m'a accusé d'avoir rendu Éléonore malheureuse. Il voulait me prendre la seule chose qui comptait. Il n'avait jamais imaginé qu'elle en mourrait. »« C'est un monstre », murmura Brenda, la main sur l'épaule de Chloé. « Il paiera », répondit Harrison. « Sœur Agnès aussi. Elle a témoigné en échange d'une peine réduite. C'est fini. » Il se tourna vers le vieux capitaine. « Elias, votre petite fille est une héroïne. Elle a sauvé mon fils. Elle m'a sauvé. Je lui dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. »« Vous ne lui devez rien, monsieur Cole, » répondit Elias d'une voix ferme. « Elle a fait ce qui était juste. La vérité est un bouclier. »« Elle l'est, » acquiesça Harrison. Il regarda ensuite Chloé. « Chloé, tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je veux créer un fonds fiduciaire pour tes études.
Tout ce que tu voudras devenir, médecin, avocate, n'importe quoi, ce sera à toi. » Chloé regarda son grand-père qui hocha la tête. « Merci, monsieur, dit-elle. Je crois que je sais ce que je veux faire. »« Quoi donc ?» demanda Harrison. « Je veux retrouver les gens, » répondit Chloé, les yeux bleus pleins de certitude. « Comme vous avez retrouvé Ethan. Je veux retrouver ceux qui sont perdus. » Un vrai sourire, sincère, illumina pour la première fois le visage d'Harrison. « Alors tu le feras. » Ethan, qui était resté silencieux, se tourna vers Chloé. « Toi, tu étais la petite fille blonde, celle avec le médaillon ?» Chloé hocha la tête, rougissante. « Tu m'avais dit que je n'étais pas orphelin, » dit Ethan, un souvenir qui refaisait surface. « Tu m'as cru quand personne d'autre ne le faisait. »« Je n'ai jamais oublié tes yeux, » murmura-t-elle. Harrison se leva. Il regarda le portrait au-dessus de la cheminée. Puis il regarda le vrai garçon vivant à côté de lui. « Cette maison a été un tombeau pendant 10 ans, » dit-il. Il se tourna vers Brenda. « Brenda, votre poste de femme de ménage est bien entendu terminé. En revanche, j'ai besoin d'une intendante générale, quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, quelqu'un pour redonner vie à cet endroit. Le salaire sera très confortable. Il y a une maison de 5 chambres sur le domaine. Elle est à vous si vous et votre famille acceptent de me faire l'honneur de rester. » Brenda regarda son père, les yeux pleins de larmes. Elias Reed regarda Harrison Cole. Il vit un homme qui avait été brisé et reconstruit. Il vit enfin un père. Il hocha la tête. « Ce sera un honneur, monsieur. » Plus tard, dans l'après-midi, Harrison et Ethan se tenaient sur la grande terrasse qui dominait les jardins. C'était la première fois qu'ils étaient seuls. « C'est grand » dit Ethan. « Trop grand » admit Harrison. Il posa une main un peu gauche sur l'épaule de son fils. « Ethan, je suis désolé. Je n'ai plus cherché, j'ai abandonné. » Ethan leva les yeux vers cet homme puissant et inconnu qui était son père. « Mais, tu m'as retrouvé ?»« Non, fiston, » répondit Harrison, la voix nouée. Il regarda au loin dans le jardin, là où Chloé et Elias marchaient côte à côte. « C'est elle qui t'a retrouvé. Elle nous a tous retrouvés. » Un portrait oublié avait détenu la clé, mais c'est la vérité d'une enfant, un souvenir qui refusait de mourir, qui avait ouvert la porte. Le deuil n'était plus qu'une cicatrice. Pour la première fois en 10 ans, la maison n'était plus silencieuse et Harrison Cole n'était plus seul. Et c'est ici que nous terminerons notre histoire, un mystère de 10 ans résolu par le témoin le plus inattendu. J'espère que ce voyage vous a permis de vous évader un peu, de vous perdre dans le « et si ». Que faisiez-vous pendant que le monde d'Harrison basculait? J'aimerais beaucoup le savoir, en voiture, en promenade ou bien blotti sous un plaid. Laissez-moi un petit mot en commentaire, je lis tout et vos retours sont précieux pour nous améliorer. Et si vous voulez être là pour le prochain mystère qu'on résoudra ensemble, un like et un abonnement font toute la différence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci.